La France et les pays du G5 Sahel resserrent les rangs contre les djihadistes. Au sommet de Pau, une nouvelle stratégie opérationnelle contre le terrorisme est trouvée. Les présidents des 6 pays annoncent un renforcement de leur coopération militaire. Les détails dans cette édition. L'élargissement de l'IUTS sur les indemnités fait polémique. Elle rentre en vigueur en ce mois de janvier, mais des voix se lèvent pour s'opposer à une ponction sur l'argent des travailleurs de la fonction publique. Nous avons voulu en savoir plus sur cette affaire. Vous aurez les explications dans cette édition. L'actualité africaine a été largement mouvementée en 2019 entre élections présidentielles, alternance politique, réformes économiques et mouvements d'humeur. Le continent est secoué par des crises diverses. Rétrospective sur les événements majeurs qui ont marqué l'Afrique tout au long de l'année 2019 à suivre dans cette édition. Ce sont là les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Mais avant le développement des titres, on apprend que la police nationale a intercepté 4 combattants terroristes à Galgouli dans le sud-ouest du Burkina. L'un d'entre eux fait partie de ceux qui avaient enlevé l'équipe technique de la société Huawei. Ces assaillants sont membres d'une cellule du Front de libération du Massina et de nationalité burkinabé. On vous rappelle que le 22 novembre dernier, une équipe technique de la société Huawei faisait l'objet d'un enlèvement par des individus armés à Sideradougou dans la région des Cascades. L'équipe a été retrouvée et exfiltrée 48 heures après grâce à l'action conjuguée des forces de défense et de sécurité combinée à la collaboration citoyenne des populations. Les présidents maliens, tchadiens, mauritaniens, burkinabés et nigériens disent oui à la poursuite de la présence française dans le Sahel, oui à la coalition des forces armées nationales et internationales. Ils étaient hier en conclave à Pau dans le sud-ouest de la France pour un sommet consacré à la situation au Sahel. Paris, pour sa part, consolide son engagement avec le rehaussement des effectifs de la force Barkhane au Sahel. Le compte rendu de ce sommet de Pau, c'est avec Yéli Clarasso. Entre la France et les pays du G5 Sahel, les choses sont claires. Tout s'est joué ce lundi à Pau. Comme l'a souhaité le président français, les chefs d'État du G5 Sahel ont une fois de plus réaffirmé le souhait de toujours collaborer avec la France et toutes les autres puissances internationales dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les chefs d'État du G5 Sahel sont convaincus que l'apport militaire international conjugué aux forces militaires nationales est la solution à la lutte contre l'expansion du terrorisme au Sahel ainsi que dans les pays frontaliers. Dans certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des mouvements de protestation contre la présence des groupes armés occidentaux chez eux sont nés, soutenant que la France ne joue pas franc jeu. Le groupe des 5 se justifie plutôt par sa volonté de protéger les populations civiles et de défendre la souveraineté de leurs États. Et pour y arriver, plusieurs résolutions ont été prises lors de ce sommet. En attendant, un autre sommet se tiendra en juin 2020 à Nouakchott, ceci afin de discuter de la présidence mauritanienne du G5 Sahel. Dans cette lutte contre le terrorisme, Niamey change de stratégie et limoge ses chefs d'état-major. Au pays de Mamadou Issoufou, la hiérarchie militaire fait les frais de la dernière attaque du 9 janvier à Chinagoder qui a fait officiellement 89 morts. Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense ont été remplacés. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Mais pour certains analystes, il faudra plus qu'un changement d'homme pour gagner cette guerre asymétrique. L'heure est venue de tester une nouvelle approche afin de venir à bout de l'insécurité grandissante au Sahel. Rien qu'hier, à l'est du Burkina Faso, 2 femmes ont trouvé la mort à la suite de l'explosion d'un engin explosif improvisé. Les 2 femmes sont issues du village de Paladoubé. Elles revenaient de la corvée d'eau quand la charrette à bord de laquelle elles se trouvaient a sauté sur la mine.
Un enfant qui était également à bord de la charrette a été blessé et transporté d'urgence dans un centre de santé pour une prise en charge. Les attaques à engins explosifs improvisés ne sont pas rares dans la région de l'Est et visent en général les forces de défense et de sécurité burkinabées. Hier également au Kenya, 3 enseignants ont été tués et 1 enlevé dans l'est du pays par des présumés militants islamistes Shebab. Ils ont en outre partiellement détruit un pylône de télécommunications et mis le feu à un poste de police selon des sources policières. Depuis le début de l'année, les Shebab ont intensifié leurs attaques dans l'est du Kenya, à proximité de la frontière avec la Somalie. Suivez ce reportage des rescapés. They came around 1. Then they started bulleting from the back of the house. Then I think it was the Alinda who was just standing in front of our house. All of a sudden, we had one who talked in Kiswahili. He said, "Hakikisha hapo hakuna mtu ako uhai." Then they came to this house, the men's house. Then they killed them. These guys are declaring war. Let them know that we have also declared war on our side, and we'll go for them wherever they are hiding. Autre point de l'actualité, cela ressemble de plus en plus à un échec. On ne s'y attendait pas. La médiation tentée par la Russie et par la Turquie ne porte pas fruit. La diplomatie russe qui s'était alliée à la Turquie n'a pas réussi à obtenir hier la signature du maréchal Haftar en vue d'un cessez-le-feu en Libye. En dépit de 8 heures de négociations à Moscou en présence de Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, les négociations n'ont pas abouti. Pour conséquent, la Russie ne renonce pas et va poursuivre ses efforts en vue d'un règlement politique et pacifique de la crise libyenne, a déjà annoncé le chef de la diplomatie russe. Venons à présent à cette rétrospective africaine. En 2019, les capitales du continent ont vibré au rythme de plusieurs sujets d'intérêt national. D'Abidjan à Alger, en passant par Conakry, Bamako, Cotonou ou Ouagadougou, l'actualité politique, économique et sociale était au rendez-vous. On n'oubliera pas aussi les crises et les remous sociaux, comme ce fut le cas en Guinée, avec les marches de protestation contre un 3e mandat de Alpha Condé. Retour donc sur quelques éléments majeurs en Afrique dans ce reportage signé Benjamin Kwame. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre des Pays-Bas à Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, ils sont libérés, même si c'est sous condition. Nous parlons ici de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et son ministre Charles Blé Goudé. Acquittés en janvier 2019, les juges de la Cour pénale internationale de La Haye ont ordonné en février la remise en liberté conditionnelle de ces 2 hommes politiques. Une nouvelle qui a réjoui plus d'un en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, mais qui n'était pas aussi bien accueillie par le pouvoir Ouattara. Laurent Gbagbo vit depuis lors en Belgique et Blé Goudé, lui, à La Haye, où ils attendent la suite de leur procès. Mais en attendant à Abidjan, tous les partis politiques affûtent leurs armes pour la présidentielle de 2020. Et le PDCI de Henri Konan Bédié compte investir son candidat en juin 2020. Le parti de l'opposition l'a annoncé en décembre 2019 après la 12e réunion du bureau politique du parti, une annonce qui précède le divorce entre Bédié et Ouattara au RHDP. Le président ivoirien qui jusque-là continue de maintenir le suspense sur sa candidature en 2020. Il déclarait en août dernier qu'il rendra sa décision en 2020. Peu après, il a ajouté que si les adversaires politiques dont M. Gbagbo et Bédié se présentent, il en fera de même. En 2019 aussi, chaque vendredi, les Algériens étaient dans la rue. Depuis le 22 février 2019, l'Algérie est secouée par un mouvement de contestation populaire sans précédent. Plus de 6 mois après, le mouvement a fait chavirer le pouvoir Bouteflika, lui qui avait lancé un 5e mandat pour la présidentielle. Le pays est désormais dirigé par Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement du président Abdelaziz Bouteflika, élu au premier tour des suffrages. Le même scénario au Soudan.
La révolution soudanaise, un changement politique majeur du régime qui a commencé par une série de manifestations ayant pour but de dénoncer la vie chère et notamment le prix du pain dans un contexte de pauvreté aggravée. Les manifestations se sont poursuivies pendant 8 mois. Le mouvement de désobéissance civile a entraîné la chute du président Omar El-Béchir. Après 30 ans de pouvoir, le pays est aujourd'hui dirigé par un conseil de transition. La Mauritanie a aussi connu un tournant décisif au cours de cette année 2019. Mohamed Ould Abdelaziz, ancien dirigeant arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup de force militaire avant d'organiser et de remporter la présidentielle de 2009 pour un mandat de 5 ans, est détrôné par Mohamed Ould El Ghazouani. Le général Ghazouani a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel le 1er juillet après avoir gagné dès le premier tour la présidentielle du 22 juin. C'est une première alternance politique de 2 présidents dans ce pays habitué à des coups d'État. Les autorités maliennes, eux, ont initié en mai un dialogue politique entre toutes les parties prenantes pour tenter d'apaiser le climat politique et social. Il s'agit ici d'échanger sur les préoccupations des Maliens, aborder les réformes institutionnelles et s'approprier l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015. Pour le retour de la paix, notamment dans le centre du pays, une zone sous contrôle djihadiste, certains recommandent que des chefs religieux entrent en discussion avec les djihadistes en vue de conclure un cessez-le-feu et d'atténuer les violences contre les civils. De leur côté, l'opposition béninoise a estimé illégitime la nouvelle composition de l'Assemblée nationale forte de 83 membres. Ces députés se réclamant de la mouvance présidentielle sont issus des législatives du 28 juillet 2019. Cette assemblée entièrement monocolore fait suite à une réforme controversée du code électoral. Pourtant, l'élection du parti Stallone en 2016 était perçue comme porteur de grand espoir pour le peuple béninois. En fin d'année 2019 et après 30 ans de négociations, les 8 pays de l'espace UEMOA ont décidé d'utiliser l'ECO comme nouvelle monnaie d'échange. L'ECO remplace donc le CFA. La nouvelle monnaie conservera une parité fixe avec l'euro, ce qui devra refroidir le Ghana et le Nigeria. Le Ghana entend donc adhérer rapidement à la future zone monétaire ECO, qui selon lui l'aidera à lever les barrières commerciales et monétaires. Mais le Nigeria lui voit cette annonce avec beaucoup de prudence. L'abandon du franc CFA n'est qu'un premier pas. D'autres étapes restent à suivre avant son intégration effective. En 2020, en attendant la mise en circulation de l'ECO, ce sont des élections présidentielles qui se tiendront dans ces différents pays utilisant cette monnaie comme au Burkina Faso, au Niger ou encore en Côte d'Ivoire. Toute autre chose à présent au Burkina depuis peu, l'application de l'impôt unique sur les traitements et salaires IUTS fait des gorges chaudes au sein des fonctionnaires. Le gouvernement a décidé d'imposer l'IUTS sur les primes et indemnités aux travailleurs de l'État et ce à compter de ce mois. Toute chose qui n'enchante pas les principaux concernés. On en sait plus avec Oumou Konaté, Constantin Sieda. L'impôt unique sur le traitement des salaires, un impôt qui frappe sur le revenu des employés du secteur privé, tout comme ceux du secteur public, est au cœur des débats depuis quelque temps déjà. Un impôt qui est venu remplacer une série d'impôts qui existaient avant les années 70. Voilà. Donc, il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour relancer l'économie du Burkina Faso, qu'on a appelé la garangose. Donc l'UTS découle donc de l'ensemble de ces mesures-là. Donc on a réformé les impôts dus par les employés du privé et du public afin que ça soit plus rentable. C'est lors d'une conférence de presse que le ministre des Finances annonce l'application de l'IUTS dès janvier 2020. Mais les syndicats s'opposent formellement à l'application de cette mesure qu'ils jugent inopportune, selon Zakaria Bahiré, secrétaire général adjoint du SNAID. Et cette mesure d'imposition des indemnités et primes des travailleurs du public ne passera pas. Elle est totalement inopportune et elle porte les germes d'une crise, en tout cas générale, une très grande crise au niveau de la fonction publique. Le contexte, en tout cas, exige que voilà, il y ait une synergie d'action, mais on ne peut pas avoir de synergie d'action entre les fils de ces pays si jamais, en tant que déjà travailleur, je n'arrive pas, en tout cas, à payer mon loyer, je n'arrive pas à me déplacer pour aller au service, je n'arrive pas à faire face
en tout cas aux dépenses de santé de ma famille, ni les nourrir. Ce n'est pas évident que je puisse être, en tout cas, opérationnel. Selon le directeur général des impôts, des alternatives sont en vue compte tenu de la proposition d'autres sources de recettes par les syndicats des travailleurs. Et nous travaillons toujours à élargir l'assiette et à investiguer là où il y a des niches fiscales. La mise en œuvre de l'IUTS vise dans un premier temps à se conformer à la loi, mais aussi vise à établir l'équité, la justice sociale entre les travailleurs du privé et du public, ce qui n'est pas de l'avis des syndicats. Au privé, lorsqu'un travailleur est logé, lorsqu'un travailleur a un véhicule de services ou de fonctions, lorsqu'un travailleur du privé, par exemple, ses frais d'électricité, d'eau sont pris en charge, même s'il a aussi un personnel de maison mis à la disposition par son employeur, son entreprise, pour calculer son UTS, on évalue tous ses avantages en nature et on ajoute à son salaire et on calcule son impôt. Alors qu'au privé, au public, on dit celui-là qui a des avantages en nature. Par exemple, si vous prenez les ministres, ils ont des villas ministérielles, ils ont des véhicules de fonction, ils ont des personnels de maison, ils ne payent pas d'impôts sur ces avantages en nature. Donc déjà, il n'y a aucune équité qui est établie entre ceux du privé et ceux du public, parce que ceux du privé vont payer toujours leurs impôts sur les avantages en nature, alors que ceux du public, la loi les exonère. Où est l'équité dans ça? En 2018, l'IUTS représentait environ 101 milliards de francs CFA et 118 milliards en 2019. C'est le troisième impôt au Burkina Faso en termes d'entrée fiscale et représente un énorme budget dans l'économie nationale. Toujours au Burkina, Mafarma Sanogo tient les rênes du SIG. La cérémonie d'installation de la nouvelle coordonnatrice du service d'information du gouvernement a eu lieu hier à Ouagadougou. Celle-là même qui devra désormais manager la communication du gouvernement a plusieurs défis à relever. Le compte-rendu est signé Ahmed Nanema Bachirou Sawadogo. Son sens du management du personnel et son dévouement au travail dans l'accomplissement de sa mission font de lui le chef d'orchestre à l'origine de la place de choix qu'occupe aujourd'hui le SIG dans le secteur de la communication gouvernementale au Burkina Faso. Au bout de près de 3 ans de service, Félix Kambiré passe officiellement le témoin à Mafarma Sanogo, ancienne directrice de la télévision nationale du Burkina, la RTB. C'est un commis de l'État comblé qui prend la parole en séjour pour tout d'abord remercier les plus hautes autorités de notre pays pour m'avoir fait confiance en me confiant la coordination du service d'information du gouvernement. La mission fut pour moi exaltante, passionnante. Elle fut pour moi comme une mission sacerdotale. Et c'est avec plein d'humour que le coordonnateur sortant traduit ses félicitations à son successeur. Quant à ma grande sœur Sanogo, toutes mes félicitations. J'attends mon bannier. Nommé le 8 janvier dernier, en Conseil des ministres, Mafarma Sanogo tient désormais les rênes de la coordination du service d'information du gouvernement burkinabé. Un challenge que devra relever la coordonnatrice entrante du SIG pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. C'est avec beaucoup d'émotion, et je sais que vous l'avez déjà remarqué dans le thème de ma voix, que je prends la parole ce matin pour remercier tous ceux qui me permettent d'être là aujourd'hui par la confiance placée en moi. Je leur témoigne toute ma reconnaissance et réaffirme mon engagement à puiser dans toutes mes ressources physiques, intellectuelles, spirituelles pour mener à bien la mission confiée. La nouvelle coordonnatrice du SIG salue tout le travail déjà abattu par l'équipe à laquelle elle appartient dorénavant. Je voudrais rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont, de par leurs efforts, leurs sacrifices, leur passion pour le service public, donné vie et servi le service d'information du gouvernement. Cet hommage va tout particulièrement ce matin à M. Félix Kambiré, coordonnateur sortant, pour le dynamisme impulsé,
les sacrifices consentis, la bienveillance envers ses collaborateurs, la loyauté. La cérémonie de passation de charge de la coordination du SIG s'achève par les échanges des actes administratifs signés entre les coordonnateurs entrants et sortants. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. C'est sur cette citation de Nelson Mandela que s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.